Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de thermodynamique consacrée à la fonction d'état enthalpie. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à deux importantes questions concernant l'enthalpie. D'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que signifie cette nouvelle grandeur thermodynamique? Et surtout, à quoi sert-elle? Comment peut-on s'en servir en pratique dans la résolution des exercices de thermo? Donc pour bien comprendre l'intérêt de l'enthalpie, il faut faire d'abord un petit retour sur le premier principe de la thermodynamique. Donc le premier principe de la thermodynamique s'exprime pour un système qui ne serait globalement pas en mouvement, comme suit, donc delta U égale W plus Q, avec delta U la variation d'énergie interne du système, W le travail des forces exercées sur le système, et Q les échanges thermiques reçus par le système. Donc en utilisant cette version-là du premier principe, on peut déterminer, selon les exercices, la température finale du système, la pression finale du système, la quantité d'énergie échangée avec l'extérieur, la quantité de chaleur reçue, etc. Donc c'est un principe qui sert à beaucoup de choses et qui permet de retrouver de nombreuses informations sur le système en fonction de l'exercice que l'on regarde. Mais pour pouvoir utiliser ce principe, il faut en particulier calculer W, donc le travail des forces qui s'exercent sur le système. Donc ce travail, on peut le décomposer essentiellement en deux parties. Le travail des forces de pression et le travail des autres forces que les forces de pression qui peuvent occasionnellement se rajouter. Donc en fait ce travail autre généralement ne pose pas de problème parce que déjà il n'intervient pas souvent et quand il intervient ce sont généralement des forces dont il est aisé de calculer le travail comme on l'a déjà vu en mécanique. Ici on va s'intéresser à nouveau au travail des forces de pression. Ce travail là on a vu qu'il était facile à calculer dans essentiellement 4 cas. D'abord quand la transformation est isochore, le travail des forces de pression est nul. Quand la transformation est monobar, il s'exprime facilement, isobar encore plus facilement, et on peut aussi considérer les transformations isothermes qui impliquent un gaz parfait, donc on rappelle les résultats des différents calculs ici. Quel que soit le cas considéré, donc qui regroupe quand même un certain nombre de cas en thermo, on a besoin, sauf pour le cas isochore, de parfaitement connaître la variation de volume du système de l'état final à l'état initial. Dans beaucoup de situations, cette variation de volume, elle peut se connaître facilement, donc dans ces cas-là, il n'y a aucun problème pour appliquer le premier principe. Mais il y a des situations où c'est plus délicat. Par exemple, quand on regarde un changement d'état, donc par exemple vous avez un liquide, comme de l'eau, qui est dans une enceinte, sous pression atmosphérique, donc il y a aussi, on va dire par exemple de l'air dans l'enceinte, et que vous vaporisez une partie de ce liquide. Donc vous allez obtenir à la fin, par exemple, un équilibre liquide-vapeur, avec donc la phase liquide qui aura un petit peu diminué et la phase vapeur qui aura pris la place. Cette transformation-là, qui est donc un changement d'état, elle est isobare et isotherme. Donc a priori, elle devrait rendre facile l'utilisation du premier principe. Toutefois, pour pouvoir calculer le travail des forces de pression, il va falloir estimer la variation du volume de la phase liquide et la variation du volume de la phase vapeur. Donc ces calculs-là sont possibles. On a vu dans le chapitre consacré au changement d'état des corps purs qu'on pouvait, à l'aide des diagrammes de Clapeyron par exemple, remonter via des mesures, via des grandeurs, au volume occupé par les différents composants. En particulier quand il y a un équilibre de phase. Mais ça prend du temps, et si on devait le mesurer en pratique, ça serait pareil, d'accord ? Ce sont des mesures qui demandent beaucoup de temps, et qui évidemment sont d'autant plus compliquées que la composition du système est riche. Donc, on va essayer de voir s'il ne serait pas possible de bidouiller en quelque sorte le premier principe, pour nous éviter à avoir à calculer ces variations de volume, en fait à calculer le travail des forces de pression. Et c'est ce qu'on va faire. Donc revenons sur le premier principe tel qu'on le connaît pour le moment. On va se placer dans une situation qui est moyennement contraignante. On va se placer dans le cas d'une transformation donc monobar.
pression constante à l'extérieur, et on va imposer que l'équilibre mécanique soit réalisé à l'état initial comme à l'état final de la transformation. C'est-à-dire que la pression initiale du système, c'est la même que sa pression finale, et on va noter ces deux pressions, P. La pression peut changer pendant la transformation, mais elle doit être impérativement identique au début et à la fin. Donc, une fois ces hypothèses posées, donc nous allons réécrire le premier principe. Donc on va, en développant le travail, on va séparer en travail des forces de pression et travail autre. Comme on a ici affaire à une transformation monobar, on va pouvoir écrire le travail des forces de pression comme étant moins P delta V, donc delta V étant la variation de volume, volume final moins volume initial, P représentant ici la pression, que ce soit la pression initiale ou la pression finale du système, qui est donc forcément égale à la pression extérieure puisqu'on est à l'équilibre mécanique. On va développer cette parenthèse là au milieu, et comme la pression initiale et la pression finale sont les mêmes, et bien dans le produit qui implique le volume final, on va noter la pression finale PF, et dans le produit qui implique le volume initial VI, on va noter la pression PI. Alors pourquoi s'embêter à faire ça? En fait, pour voir que le terme maintenant entre parenthèses, la PFVF moins PIVI, on peut le noter différemment, c'est simplement la variation, donc le delta, de la quantité pression fois volume, qu'on fait passer de l'autre côté, et donc on obtient au final l'équation suivante. Donc on a delta U plus delta PV, variation du produit pression-volume, qui est égal au travail des autres forces que les forces de pression, plus Q. Soit noté différemment, delta de U plus PV, donc énergie interne plus produit PV, qui est égal à W autre, travail des forces autres que les forces de pression, plus Q. Et ça, cette nouvelle expression du premier principe, en fait, elle est très intéressante dans le cas qui nous intéresse. Pourquoi ? Et bien justement, c'est là qu'intervient la fonction d'état enthalpie. Ce qu'on appelle l'enthalpie, c'est exactement le terme qu'on a trouvé entre parenthèses qui était dans le delta. L'enthalpie, qu'on note généralement grand H, c'est par définition la somme de l'énergie interne du système et du produit pression fois volume. Cette nouvelle grandeur est une fonction d'état thermodynamique qui est homogène à une énergie, comme U. Donc c'est une fonction d'état, elle est extensive, elle est même additive, d'accord ? Donc ça veut dire que si vous collez deux systèmes qui ont une enthalpie H1 et H2 ensemble, ça vous forme un système dont l'enthalpie vaut H1 plus H2. Il se trouve que cette nouvelle fonction d'état, on peut aussi la relier à la température avec une relation simple, en introduisant ce qu'on appelle la capacité thermique à pression constante, d'accord, avec une relation qui ressemble beaucoup à la relation qu'on connaît déjà pour l'énergie interne. Et en plus, on montre que cette fonction d'état ne dépend que de la température pour les gaz parfaits et les phases condensées. C'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Joule. Alors donc en fait, cette fonction d'état, elle ressemble beaucoup à l'énergie interne, et on va pouvoir s'en servir quasiment de la même manière dans les calculs. Donc on va dire que c'est une proche cousine. Revenons sur notre premier principe, nouvelle version. Donc ce premier principe écrit avec la variation de l'enthalpie, donc delta H égale W autre plus Q, il est valable pour une transformation monobar à l'équilibre mécanique au début et à la fin de l'étude. Donc ça c'est un peu long. En fait, généralement, les transformations de ce type seront en fait très souvent des transformations isobars. Et en fait, c'est surtout ces transformations-là que vous allez devoir chercher. D'accord ? Le mot-clé pour l'enthalpie, c'est le mot isobar. D'accord ? Il faut vous rappeler que quand on a une transformation isobar, il vaut mieux appliquer le premier principe en utilisant l'enthalpie qu'en utilisant l'énergie interne. Ça simplifie les calculs. Donc je vous ai dit qu'il y avait une situation pour laquelle on pouvait facilement interpréter ce qu'était l'enthalpie. Et bien c'est justement quand le travail des forces autres que le travail des forces de pression est nul. Donc c'est-à-dire s'il n'y a pas, par exemple, pas d'autres forces que les forces de pression qui interviennent dans le système. Auquel cas, le premier principe s'écrit simplement delta H égale Q. Donc en fait, à ce moment-là, l'enthalpie va représenter en fait la quantité d'énergie reçue ou perdue par le système sous forme de chaleur. Donc en fait, cette fonction d'état, dans le cas d'une transformation
Donc monobar à l'équilibre au début et à la fin, c'est-à-dire essentiellement des transformations isobars, en fait, elle permet d'accéder directement à la quantité de chaleur échangée par le système. D'accord ? Donc on va dire que c'est une nouvelle façon d'obtenir la valeur de ce terme Q. C'est une autre façon de le calculer et c'est généralement une façon très économique en temps. Voilà, donc c'est ça, je pense qu'il faut retenir comme interprétation physique de l'enthalpie. D'accord ? Ça représente les transferts de chaleur dans le cas des transformations essentiellement isobares. Et ça, et sans autre force que les forces de pression, ce qui arrive très souvent. Donc on verra en particulier dans une autre vidéo que ce premier principe, cette version du premier principe, on s'en sert beaucoup dans les exercices dits de calorimétrie, qui feront l'objet d'une vidéo à part entière. Là, on va simplement appliquer rapidement cette nouvelle version du premier principe avec un petit exercice fait maison. Donc on considère un gaz parfait de capacité thermique molaire à pression constante, la fameuse CP, qui est donnée et qui vaut 5,5 de R. Ce gaz est enfermé dans un cylindre de 2 litres dont les parois sont adiabatiques, donc il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. L'une des parois est mobile et est en contact avec l'air de la pièce à la pression atmosphérique. D'accord ? Donc le volume du cylindre va pouvoir s'ajuster. Le gaz parfait est initialement à une température de 300 Kelvin. Et le but, c'est de chauffer ce gaz avec une résistance, par exemple, placée dans l'enceinte, jusqu'à la température de 400 Kelvin. La question qu'on pose, c'est quelle est l'énergie qu'il faut fournir au gaz pour atteindre la température désirée. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser faire pause à ce moment-là de la vidéo pour essayer de résoudre vous-même ce petit exercice, et ensuite, on va passer à la correction. Donc ici, le système qu'on considère, c'est le gaz à l'intérieur du cylindre. Avant de commencer les calculs, on va caractériser la transformation. Ici, la transformation, on va pouvoir dire qu'elle est isobare. Alors pourquoi ? Alors déjà, elle est monobare, ça c'est facile, puisque l'air de la pièce est a priori à la pression atmosphérique et il n'est nulle part dit que cette pression va varier. De plus, il n'y a aucun opérateur qui va faire pression sur la paroi du piston, donc on peut considérer, en toute honnêteté, que la transformation est monobare. Et comme ici, la transformation va essentiellement être due à une résistance, c'est-à-dire on va essentiellement avoir affaire à un transfert d'énergie thermique, ça va être une transformation relativement lente, donc transformation monobare très lente, c'est une transformation isobare. Donc comme la transformation est isobare, cling, 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 on percute les mots-clés, et donc pour résoudre cet exercice, on va pouvoir utiliser la version enthalpie du premier principe de la thermodynamique. Donc ici, il n'y a pas d'autre force que les forces de pression. Donc on va pouvoir écrire directement que la variation d'enthalpie du début à la fin de la transformation vaut directement Q. Donc il nous suffit de calculer ΔH et on aura répondu à la question. Donc pour calculer ΔH, on va tout simplement utiliser le lien qui existe entre dH et dt, donc qui est la capacité thermique à pression constante. D'accord ? Donc qui s'utilise de la même manière qu'on utilisait la capacité thermique à volume constant avec l'énergie interne. D'accord ? On sait que dH sur dt, c'est la capacité thermique du système, soit n fois la capacité thermique molaire du système, de la même manière qu'on savait que du sur dt, c'était la capacité thermique à volume constant du système. Donc ici, la capacité thermique est constante, on en donne la valeur dans l'énoncé, donc on peut intégrer facilement cette relation et obtenir que n, le nombre de moles du gaz, fois la capacité thermique, fois ΔT, la variation de température, vaut Q, le transfert de chaleur que l'on recherche. Le nombre de moles de gaz, on peut le calculer en utilisant la loi des gaz parfaits à l'état initial, et on peut se servir de cette valeur pour réaliser l'application numérique, et ici on trouve une énergie d'environ 167 joules. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Alors évidemment, de l'enthalpie, il faut retenir la définition et la formule qui relie l'enthalpie et la capacité thermique à pression constante. Il faut aussi retenir les conditions d'application du premier principe, hein, monobar avec équilibre mécanique au début et à la fin, c'est-à-dire
c'est un peu plus faible qu'isobar, mais dans la majorité des cas, en réalité, on appliquera ce premier principe aux transformations isobar. Donc pour vous, ça doit être maintenant un mot-clé. Dès que vous voyez une transformation isobar, vous devez penser à l'enthalpie pour résoudre les problèmes. D'accord ? Ça sera toujours plus facile que d'utiliser l'énergie interne. Et en particulier, l'utilisation de l'enthalpie sera systématique lors des exercices qui impliquent des changements d'état isobar et isotherme. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.